chers collègues. Notre ordre du jour est particulièrement chargé aujourd'hui et nous devons terminer absolument nos travaux vers 17h puisqu'on a une visioconférence avec nos collègues allemands. Alors, je vous prie de bien vouloir être concis dans vos interventions. Alors, notre commission doit tout d'abord procéder à des nominations de rapporteurs sur le rapport d'information et la proposition de résolution portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement européen sur la flexibilité entre les piliers de la politique agricole commune pour 2020. J'ai reçu la candidature de M. André Chassaigne. Sur le rapport pour observation relatif au projet de loi sur l'audiovisuel, j'ai reçu la candidature de Christine Aignan. Alors, le deuxième point de l'ordre du jour porte sur la présentation du rapport de M. Philippe Bollot et Pierre Ouzoulias, en remplacement de M. Pierre Médevielle, présenté au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux par les agences européennes. Je vous rappelle que la Commission des affaires européennes avait saisi l'Office au début de la législature, au moment de la polémique sur l'autorisation du glyphosate au niveau européen. Des doutes avaient été émis sur l'indépendance et l'objectivité des agences européennes en charge de ce dossier et nous avions demandé à l'Office de se pencher sur ce sujet. Alors, messieurs les rapporteurs, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. De combien de temps disposons-nous ? Combien de temps avez-vous besoin ? Je ne sais pas quelles sont les règles et les usages dans cette 20 commission. minutes. Voilà, parfait. Donc on fera ça à deux voix, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire 10 minutes et 10 minutes, on va s'échanger la parole en aller-retour. Parfait. Alors, oui, écoutez, nous sommes très heureux de venir vous présenter les résultats de cette mission de l'OPEXT, parce que vous aviez saisi l'OPEXT sur ce sujet-là, et puis parce que, comme membre de l'OPEXT, on est évidemment satisfait chaque fois qu'on s'intéresse à l'Office, de pouvoir venir en parler, parce que vous savez que cet office a un rôle très important à une époque où il y a une défiance vis-à-vis de la parole scientifique, où les fake news dominent. Eh bien, l'OPEX est là, lui, pour rajouter et pour apporter une vraie plus-value et redonner de la place à la science pour que les décisions publiques soient prises sur des bases de rationalité scientifique. Donc cette mission, nous l'avons débutée, comme vous l'avez précisé, il y a 2 ans, alors que nous étions dans le contexte de l'autorisation de renouvellement du glyphosate pour 5 ans, avec un certain nombre de questions qui se posaient. Donc il y avait eu une double saisine, la vôtre, ici la Commission des affaires européennes, mais également la Commission des affaires économiques. Au départ, ça ciblait uniquement le glyphosate, et puis après, de manière plus générale, nous avons regardé d'autres sujets sous l'angle de l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux. Et le rapport que nous avons remis en fin de mission complète cette phrase qui était notre feuille de route par « trouver le chemin de la confiance ». Et ce mot de confiance, vous verrez qu'il reviendra régulièrement dans notre présentation. Donc les travaux ont été engagés en février 2018, et de février 2018 à novembre 2018, nous avons réalisé 34 auditions, puis une série de déplacements à Bruxelles pour rencontrer les instances européennes, et également à Parme en Italie, à l'EFSA, pour regarder leur façon de travailler. Le rapport a été présenté et adopté à l'unanimité le 2 mai 2019 et il a été réalisé par une équipe de 4 rapporteurs, Pierre Ouzoulias qui m'accompagne aujourd'hui, un autre sénateur, Pierre Médevielle et Anne Genté à mes côtés pour l'Assemblée nationale. Voilà pour les quelques repères qui nous permettent de situer l'étude. Sachant cela, il me semble important de rappeler quelques cadres, quelques éléments de cadrage importants avant de vous présenter plus précisément nos résultats. Ces éléments de cadrage sont les suivants. Le sujet auquel nous intéresse s'inscrit quand même dans une exigence réglementaire préalable à l'accès au marché. C'est notamment le cadre REACH pour les produits chimiques, mais il y a d'autres cadres, par exemple pour les produits phytosanitaires. Et tant que ces cadres-là n'ont pas été, si vous voulez, la demande d'autorisation de mise sur le marché nécessite de se plier aux exigences de ces cadres réglementaires-là. Et REACH résume bien les choses en disant pas de données produites par celui qui veut faire une autorisation qui veut obtenir une autorisation de demande sur le marché, pas de données, pas de marché.
Donc pour cela, l'Europe s'est également dotée d'instruments tels que les agences spécialisées. Alors il y en a une en chimie qui est l'ECA, il y en a une en alimentation, l'EFSA, et puis il y en a d'autres sur d'autres secteurs, tels que par exemple les produits pharmaceutiques. Et ces agences utilisent des méthodes standardisées pour faire les évaluations des risques sanitaires et environnementaux. Nos travaux se sont concentrés sur des domaines bien particuliers. Donc le rôle d'évaluation des agences officielles européennes et en France de l'ANSES est dans les domaines des produits chimiques, des produits pesticides, des biocides et des additifs alimentaires. Voilà pour les grands éléments de cadrage. Ensuite, 4 remarques préalables me semblent absolument indispensables à vous présenter avant de rentrer dans les détails. La première, c'est la notion de risque et de danger. Il y a une grande confusion à la matière, et on le voit régulièrement lorsque on s'intéresse à des problématiques environnementales ou sanitaires. Il faut bien différencier les deux. Il faut bien différencier deux choses qui sont le danger et l'exposition, et le risque est la combinaison des deux. C'est ainsi que, avec un danger faible et une exposition longue, on peut avoir un risque, et inversement, avec un danger très faible et une exposition forte, on a également un risque. Donc c'est bien la combinaison du danger et de l'exposition qui nous permet de qualifier le risque, et ça c'est important, ça a été précisé dans notre rapport. Ensuite, les méthodologies d'évaluation des risques, deuxième grande idée, les méthodologies d'évaluation des risques sanitaires et environnementaux est très structurée et assez récente. C'est notamment le Red Book du Conseil américain de la recherche de 1983 qui définit les 4 grandes étapes à suivre pour réaliser cette évaluation. La première étape est l'identification du danger, je vous l'ai dit, la première composante du risque. La deuxième, c'est l'évaluation de la relation dose-réponse. Troisième étape, l'estimation des expositions possibles. Et quatrième et dernière étape, la caractérisation des risques. Une fois qu'on connaît l'exposition, le danger et la réponse, on est en capacité de mesurer le risque. Troisième point important à vous signaler, c'est la gradation des risques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un risque unique. Il y a différents types de risques, et notamment des risques immédiats et des risques diffus. Pour le risque immédiat, on parle d'effet aigu, c'est-à-dire que vous êtes exposé au danger, tout de suite, les impacts se mesurent. Et la difficulté aujourd'hui, et on le voit au travers des produits phytosanitaires, on le voit au niveau des perturbateurs endocriniens, on le voit au travers des monomères, des plastiques, c'est qu'on est plutôt sur des risques diffus, c'est-à-dire que l'exposition est bien présente, le danger est là, mais le risque s'étale dans le temps, et finalement on est sur une notion qu'on va qualifier de santé environnementale. C'est à la fois les problématiques de santé humaine et d'environnement, et c'est une vraie difficulté parce que sur des problématiques récentes où la recherche vient de s'en emparer, avec le manque de recul, on est parfois en difficulté de pouvoir expliquer comment tout cela va se passer sur le long terme. Et quatrième et dernière idée avant de passer la parole à Pierre, c'est distinguer de manière précise l'évaluation des risques et la gestion des risques. Ce sont deux choses bien différentes. Il faut bien voir la différence et la nuance entre les deux. L'évaluation des risques précède évidemment, ça va de soi, leur gestion. Et est venu se greffer là-dessus un principe que vous connaissez tous, qu'on utilise régulièrement ou qu'on entend régulièrement, c'est le principe de précaution, qui pousse à une exigence de meilleure connaissance des risques. Car, vous le savez, et on le voit en particulier aujourd'hui, dans notre époque, c'est que l'incertitude est anxiogène et qu'elle incite à la prise de décisions conservatoires. Donc ça, c'est également un élément important à connaître. Je passe maintenant la parole à Pierre. Merci, chers collègues. Bonjour, mesdames députées, messieurs les députés. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs agences européennes qui sont chargées d'évaluer ces risques et qui travaillent systématiquement en relation avec les agences nationales. Chaque État de l'Europe n'ayant pas lui-même une agence. Donc finalement, ça fait un panel assez limité d'agences nationales. Toutes ces études, elles sont réalisées dans un cadre qui est défini par l'OCDE et qui est encore aujourd'hui extrêmement contraignant. Et ce qu'on peut dire de façon globale, en étant synthétique, qu'il y a un double niveau d'évaluation et d'approbation. L'évaluation des substances actives, donc des molécules, se fait à l'échelle européenne. En revanche, les produits, ceux qui sont directement commercialisés, sont évalués à l'échelle nationale.
Le point très important qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'EFSA, en ce qui concerne l'agence européenne, n'évalue jamais directement les substances, les molécules. Elle n'en a pas les moyens. C'est une agence qui fonde son analyse sur les données qui sont transmises par les sociétés qui veulent commercialiser les substances. Et elle travaille avec un panel de scientifiques européens et aussi en relation de façon intense avec les agences nationales, ce qui lui pose un certain nombre de problèmes, et c'est des points sur lesquels nous reviendrons en conclusion. Mais le point important, et nous sommes allés à Parme rencontrer l'EFSA, c'est qu'ils ont mal vécu certaines des critiques qui leur ont été faites, notamment sur le glyphosate, parce que en aucune façon ils n'ont les moyens de mener des études contradictoires, et ils sont tributaires de la documentation qui leur est transmise. Alors juste un petit point sur le glyphosate, parce que c'est ce qu'a passionné les médias quand on a rendu notre rapport, et ils étaient très tristes de voir que finalement on ne donnait pas d'avis sur la substance, parce que c'était pas le rôle de notre mission. Et ce qu'on a cherché à faire surtout, c'était de comprendre comment une agence européenne, l'EFSA, et le CIRC, qui est un organisme international qui est subventionné par la France, qui a des laboratoires à Lyon, qui touche de l'argent de la recherche français, pouvaient avoir eu des appréciations aussi différentes sur la même molécule. Et nous avons répondu dans le rapport qu'il ne s'agit pas d'une différence d'appréciation, c'est tout simplement elles n'ont pas entrepris du tout les mêmes enquêtes sur la molécule, et on ne peut pas comparer leurs résultats. Le CIRC d'un côté et l'EFSA ont répondu à des problématiques qui sont différentes, donc on ne peut pas opposer l'une à l'autre. C'est deux approches qui ne sont pas contradictoires, qui sont différentes et qui ne portent pas sur la même chose, et on reviendra à la fin sur la nature des analyses qui ont été réalisées par le CIRC. Voilà, je te laisse la parole pour la suite. Merci beaucoup. Voilà. Pour poursuivre, il nous semble important de vous souligner les grandes interrogations qu'ont soulevé le rapport. Alors on peut se dire, tiens, c'est étrange, on leur demande de rendre des conclusions, mais ils produisent également des interrogations. Mais c'est le propre même de la science que de s'interroger en permanence, et donc ça nous semble important ici de soulever les interrogations portées par nos travaux. Il y en a trois grandes interrogations. La première va concerner, d'ailleurs c'est perçu par certains comme une difficulté, c'est souvent l'objet de débat, c'est la sélection des experts. Les experts, par nature, c'est des sachants qui connaissent bien un domaine, donc qui peuvent prétendre avoir une certaine expérience. Cette expérience, ils l'ont forgée au travers d'un parcours, d'une trajectoire professionnelle qui les a parfois amenés à côtoyer différents organismes, différentes structures. Et c'est parfois ce qui leur est reproché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils travaillent pour une agence sanitaire européenne ou nationale, ils n'auraient pas le droit d'avoir travaillé préalablement pour un acteur, un opérateur privé. Alors que s'ils ne l'avaient pas fait, ils n'auraient pas eu le même niveau d'expertise que celui qui est leur et qui leur a permis d'intégrer l'agence en question. Donc là, il y a un vrai sujet, une vraie question, un vrai point de difficulté en termes de confiance. Qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous mettez en doute la parole des experts, évidemment, vous avez une difficulté à recevoir en toute confiance les propos qu'il va vous apporter. Alors pour cela, en matière d'indépendance des experts, les agences ont renforcé un arsenal très précis et relativement robuste, un arsenal qui leur permet de prévenir les conflits d'intérêts, avec notamment une déclaration d'intérêt préalable qui est rendue publique et au travers de laquelle il s'assure que l'expert en question est bien là pour rendre l'analyse qui lui est demandée sur le sujet sur lequel on le sollicite, et non pas pour faire valoir des intérêts qu'il aurait par ailleurs. Alors, voilà, donc ça c'est des pratiques qui sont réalisées, des pratiques qui nous ont été présentées, qui fonctionnent. Malgré tout, des questions restent en suspens. Les questions du périmètre des intérêts à déclarer, de la durée des intérêts dans le temps, c'est-à-dire jusqu'à quand on remonte dans le temps, et est-ce qu'on va parler de ce qu'on pourrait faire éventuellement après, et puis ces déclarations font-elles l'objet de contrôles particuliers.
Le deuxième questionnement, la deuxième difficulté qui est soulevée lorsqu'on réalise ensemble le travail, c'est la production des données de base. Donc vous avez compris que la procédure d'autorisation de mise sur le marché repose sur la faculté et la nécessité qu'a l'industriel de produire un certain nombre de données permettant en particulier de voir de ce dont on a parlé tout à l'heure, de regarder le danger, de regarder l'exposition et de regarder la réponse entre la dose et ses effets, quoi. Donc ces données-là sont publiées, sont réalisées par les firmes, et c'est normal que ce soit les firmes qui les réalisent, puisque ce sont souvent des données qui sont issues des phases de recherche et développement. Donc il y aurait quelques difficultés à ce qu'un expert indépendant en dehors de la firme puisse produire les mêmes données. Donc il y a une forme de logique à ce que les firmes produisent ces données-là. En revanche, là aussi, un problème peut rapidement survenir dès lors que la transparence de la donnée n'est pas présente. Et on peut se dire, si la transparence n'est pas là, c'est qu'il y a tout de suite quelque chose de caché et donc un problème de confiance qui apparaît également. Non, parce que le sujet est plus complexe et quand les discussions avec les industriels montrent fréquemment que derrière la donnée, il y a aussi des données d'ordre de secret industriel qui limitent certaines choses. En tout cas, vous le verrez tout à l'heure dans les préconisations, il y a un certain nombre de préconisations en lien avec cette capacité à ajouter de la transparence à la donnée. Il faut absolument que cette donnée soit le plus transparente possible. Troisième et dernier grand élément de questionnement qui est issu de nos travaux, c'est les biais possibles, ce qu'on a appelé dans le document les angles morts de l'expertise. Puisque malgré toute la qualité de ce qu'on a pu décrire au niveau des agences, des protocoles, même si les choses sont récentes, des recherches menées, des experts qui sont indépendants, les sujets sont complexes. Et lorsqu'un polluant se retrouve dans l'environnement, les milieux sont variables. Il y a l'eau, il y a les sols, il y a l'air, il y a tout ce qui va dégrader le polluant, il y a les animaux qui sont là et qui vont être confrontés, et puis aussi après la chaîne alimentaire, l'homme qui arrive. Donc tout ça, ce sont des choses très complexes et il y a un certain nombre de manques qui subsistent encore aujourd'hui. C'est ainsi que les tests toxicologiques et écotoxicologiques, sont forcément limités. De la même façon, les effets indirects des substances sont peu étudiés, où les tests de toxicité à long terme sont en réalité réalisés sur des périodes assez courtes. Tout ça trouve une illustration parfaite au travers du cas des perturbateurs endocriniens, avec un certain nombre de doutes. Et au-delà du doute lié à une substance en elle-même, comme tout ça vient se regrouper dans un environnement, après il y a l'effet cocktail, c'est-à-dire le mélange et l'addition de l'effet des différentes substances qui sont déjà individuellement parfois méconnues. Donc il est évident que là aussi vous retrouverez un certain nombre de préconisations en matière de meilleure connaissance des effets sur l'environnement. Voilà, des choses à faire absolument indispensables, et notamment sur le travail sur le temps long. Voilà, je vous remercie, je repasse la parole à Pierre. Merci. Je vais vous présenter 4 ou 5 pistes d'amélioration possibles, celles que nous avons envisagées. La première, si on se limite à ce qui se passe aujourd'hui, c'est une plus grande transparence sur les données qui sont transmises d'abord par les sociétés qui commercialisent les substances, et ensuite celles qui sont transmises par les agences d'évaluation. Peut-être aussi un petit peu plus de rigueur dans la façon dont les résultats sont donnés. Et il est vrai que dans un rapport de l'EFSA, quand des données sont directement prises d'un rapport transmis par un industriel sans citer cette référence, il y a un petit manque à une déontologie scientifique qui fait que systématiquement on doit mentionner ses sources. Donc ça jette une suspicion de principe qu'on pourrait très facilement écarter en rappelant certaines évidences scientifiques. Ça, c'est le premier point sur la transparence des travaux. Ensuite, on a, nous, un problème politique. Je le dis très, très franchement, avec la bienséance qui convient à l'expression d'un sénateur, je vous rassure. Les agences nous ont dit, et notamment à Parme, qu'elles n'avaient pas apprécié du tout d'avoir été montrées du doigt comme défaillantes. Et elles nous ont dit, nous faisons la science et les évaluations en fonction des programmes et surtout du budget que vous nous donnez.
Et c'est aux politiques de déterminer le niveau d'évaluation que vous voulez. Les agences, elles feront leur travail en fonction de ce niveau-là. Donc aujourd'hui, nous faisons nos évaluations avec un budget qui est très faible pour l'EFSA. Et elles disent, si vous estimez qu'aujourd'hui la protection n'est pas suffisante, vous avez qu'à conforter notre budget, on en fera plus. Voilà. Donc elle nous renvoie d'une certaine façon la balle en disant que la responsabilité, elle est d'abord politique. Ne reportez pas sur l'EFSA quelque chose qui vient de vous. Ça, c'est un point tout à fait important. Ensuite, ce que nous disent les agences, et c'est fondamental, c'est qu'elles ont absolument besoin de la complémentarité des recherches, des équipes de recherche publique nationale sur les problèmes de toxicologie. Il y avait de très bonnes équipes françaises en toxicologie jusqu'il y a environ 10 ans. Aujourd'hui, elles n'existent plus. Donc, il y a un manque de confrontation entre le travail scientifique des agences et ce qui pourrait être fait par les labos publics français ou d'autres. Ça, c'est un second point. Donc, elles demandent à chaque État national d'investir beaucoup plus dans la recherche qu'il ne le fait aujourd'hui. Et puis par ailleurs, elle souhaiterait vivement que ces missions d'évaluation elles soient mieux reconnues dans l'évaluation des chercheurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce qui est un souci. L'EFSA a entrepris un ménage dans ces cohortes d'experts et pour des raisons de conflit d'intérêts a été obligé d'écarter la moitié de ses chercheurs. Et l'angoisse de l'EFSA, c'est que demain, ils aient de moins en moins d'experts nationaux sur lesquels ils peuvent compter, qui sont indépendants des sociétés avec lesquelles l'EFSA travaille. Et là, il y a une vraie demande. L'EFSA nous a demandé, c'est ce qu'on fait, qu'il y ait un investissement supplémentaire des États pour permettre aux chercheurs de travailler sur ces enquêtes. Ensuite, on a besoin, et c'est le dernier point, d'une meilleure coordination entre les agences nationales et les agences européennes. Aujourd'hui, il y a une certaine défaillance dans ce domaine, donc il faudrait mieux travailler en réseau et en interaction. Et je laisse mon collègue député finir par les remarques conclusives, si tu souhaites rajouter quelques points. Il y a toujours autant de difficultés. Voilà. Alors, les remarques conclusives, nous allons aller très vite. Elles sont au nombre de 3 également. La première, c'est que le règlement européen 2019-1381 a renforcé l'EFSA, qui renforce l'EFSA, va exactement dans le bon sens et a des recommandations qui convergent avec les recommandations qui sont les nôtres à l'issue de la mission. Deuxième remarque conclusive, c'est la question de l'expertise des risques. Eh bien, c'est un sujet qui se renouvelle en permanence. Et les questions se posent à nouveau à chaque cycle de connaissances. C'est un peu quelque chose qui est cyclique, c'est-à-dire à partir du moment où on a répondu à une question, on ouvre de nouveaux champs exploratoires qui ouvrent de nouvelles investigations pour répondre à cette question qui arrive en deuxième plan, et ainsi de suite. Donc c'est une discipline où les questions se renouvellent à chaque fois en des termes plus précis, et on le voit arriver à chaque fois avec de nouvelles molécules. C'est-à-dire que lorsqu'on a résolu le sujet d'une molécule X ou Y, pour ne pas nous focaliser avec X ou Y sur un sujet donné et que vous puissiez vous imaginer quoi que ce soit, eh bien c'est une nouvelle molécule qui arrive parce qu'elle a souvent été faite en écho aux conclusions qui ont été faites sur les molécules précédentes, et donc elle est plus performante, utilisée à des doses plus faibles. Donc tout ça, ce sont des choses qui évidemment réinterrogent régulièrement l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux. Et puis ça va de pair avec ce que je viens de vous dire, c'est un processus permanent qui est fait au moment, c'est important ça, c'est-à-dire que c'est un processus qui est en amont de l'autorisation de mise sur le marché, mais il ne faut pas oublier qu'après, lorsque c'est mis sur le marché, eh bien, il faut continuer l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux. Et je prendrai pour exemple les résultats d'une mission qui ont été très récemment présentés, c'était la semaine dernière, commission mixte affaires sociales et affaires culturelles sur les contenants plastiques et les perturbateurs endocriniens, où le rapport met clairement en évidence que le mésusage des contenants plastiques peut provoquer certains risques. C'est-à-dire que le contenant en lui-même a été validé. Il y a REACH, il y a un certain nombre, il y a l'EFSA, il y a l'ECA, etc. Toutes les étapes ont été franchies, le contenant est validé. Il est apte au contact alimentaire. Seulement lorsqu'il est repris par un consommateur qui le dévoie de son usage initial pour en faire un usage secondaire, eh bien ça n'a pas été prévu.
Et donc l'évaluation, vous voyez, à ce titre-là, mérite d'être un processus permanent, puisque au-delà de cet exemple précis, eh bien, voilà, ça mérite tout au long de la durée de vie d'un produit à regarder son évaluation, parce qu'après, entre le produit tel qu'il a été mis sur le marché et tel qu'après il est pratiqué au quotidien dans les pratiques d'un agriculteur, d'un industriel, vous voyez, il y a des dérives qui peuvent apparaître. Voilà, on ne va pas aller plus loin. On va passer aux questions en vous remerciant pour votre attention. Merci beaucoup, messieurs les rapporteurs. J'ai eu moi-même l'occasion d'accompagner Nathalie Loiseau et Brune Poisson à l'EFSA à Parme, je ne sais plus, je crois que c'était début 2018 ou fin 2017. Et effectivement, je remarquais, comme vous, qu'il y avait une certaine irritation par rapport aux critiques. Ce qu'ils nous disaient aussi, par contre, c'était la problématique. Les scientifiques de l'ESFA, c'est en fait des scientifiques qui sont mis à disposition des États membres. Et les budget se réduisant, ils ont peur qu'il y a de moins en moins justement les scientifiques qui seront détachés des États membres. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à cela, ou est-ce qu'il y a une évolution plutôt et est-ce que donc dans vos conclusions, est-ce qu'on peut comprendre fiabilité, oui, mais évolution nécessaire, enfin. Je pense que ce qu'a très bien dit mon collègue, c'est que aujourd'hui, les évaluations qui sont réalisées in vitro sur les molécules sont globalement satisfaisantes. Ce qu'on ne maîtrise pas, c'est l'évolution du produit dans son environnement naturel, et surtout ses effets cumulés avec d'autres molécules, ce qu'on appelle les effets cocktails, et puis la pérennité de la molécule elle-même. Et sur ces points-là, on a besoin de renforcer l'évaluation qui aujourd'hui est défaillante, en effet, sur la longue durée et sur ce que fait la molécule in vivo. Merci. André Chassaigne. Oh, pardon. Non, Tiffany Desgois, pardon. Oui, merci Madame la Présidente, merci les rapporteurs pour leurs propos liminaires. J'avais 2 questions succinctes sur votre première proposition, qui est de donner aux agences la possibilité de déclencher des études destinées à améliorer la connaissance des dangers et des expositions à travers un fonds de recherche inter-agences. Avoir des précisions sur, en concertation avec les acteurs, quel montant serait avancé, quel type de gouvernance il y aurait. Et sur la 4e proposition, sur le développement des méthodes alternatives à l'expérimentation animale, l'OPESC avait déjà rendu un rapport il y a quelque temps. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les initiatives à votre connaissance européennes sur le sujet et quelles seraient vos propositions? Merci. On prend peut-être plusieurs, non ? Plusieurs questions. Oui. Jean-Louis Bollange. Oui, mais merci. Moi, j'ai pas pris une connaissance très précise du rapport, donc je suis un peu embarrassé. Je voulais aborder la question qui vient d'être posée, savoir. Il apparaît clairement que les examens faits à la demande des intervenants sur le marché, de ceux qui inventent des molécules, des systèmes, c'est insuffisant, parce que ça ne prévoit pas le cocktail, ça n'analyse pas. Et donc, vous préconisez, c'est important de faire des études. Je crois que l'une des solutions, c'est effectivement qu'il y ait, de la part de l'EFSA, une capacité à définir de façon assez précise. Je pense par exemple aux perturbateurs endocriniens. On a vraiment besoin d'une doctrine globale sur les effets et une doctrine globale qui s'imposerait en amont aux intervenants, alors que l'agence intervient plutôt en aval des propositions, des initiatives qui sont prises par le secteur privé. Est-ce qu'il n'y a pas là un basculement important à opérer entre les dangers prévisibles qui peuvent être analysés globalement, ce qui implique sans doute des moyens financiers et des moyens scientifiques importants, mais je crois est-ce qu'il n'y a pas là une bascule à opérer? La deuxième chose, c'est est-ce que vous considérez que, car ça relève du principe de précaution en réalité, que le principe de précaution est défini au plan national par la Constitution, au plan européen
ou au plan d'organismes internationaux plus vastes, d'une façon à la fois satisfaisante et homogène. C'est-à-dire que le principe de précaution, me semble-t-il, ne doit pas simplement consister à énoncer les dangers et les inconvénients de telle initiative, telle innovation scientifique, mais doit aussi consister à analyser les conséquences du retrait, de l'abandon de l'initiative en question, et donc faire une sorte de jugement en partie double. La troisième question que je voulais poser, vous avez souligné implicitement la défaillance de subsidiarité. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'agence européenne n'a pas les moyens de faire le travail que l'opinion publique attend d'elle. Alors ça ne justifie pas qu'elle fasse de mauvaises expertises. Ça justifierait qu'elle ait un droit de retrait en disant là, je n'ai pas les moyens de dire si le glyphosate ou telle autre chose est ou n'est pas nocif. Mais que faudrait-il faire en termes de pouvoir européen pour rééquilibrer l'affaire et lui donner des moyens, car aujourd'hui, vous le dites bien, elle est dépendante de la bonne volonté d'organismes dépendants de 27 États membres qui sont effectivement de qualité, de niveau de moyens, etc., extraordinairement hétérogènes. Et la dernière question, c'est sur l'expertise. Vous avez très bien souligné dans votre présentation la contradiction qui existe entre le fait qu'il faut avoir des gens qui sont proches de la matière étudiée et donc des entreprises qui s'en chargent et qui soient indépendants. Bon, quelle est la règle qui permet de minimiser le risque de ce point de vue-là? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez expliqué qu'il y avait un arsenal, qu'il y avait un certain nombre de choses, mais on a l'impression que c'est quand même pas entièrement clair et qu'une déclaration, notamment, des intervenants, des experts disant non, on n'a rien à voir. Oui, on n'a rien à voir avec avec la boîte en question, n'est peut-être pas suffisante. Voilà l'ensemble des questions que je voulais vous poser, en vous priant d'excuser le béotien absolu que je suis. Merci. André Chassaigne. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voulais souligner le grand intérêt de l'expertise publique et donc du travail que vous avez réalisé. Je crois que c'est indispensable de redonner à l'expertise publique ce que l'on pourrait appeler ses lettres de noblesse. Et je voudrais rappeler un petit point historique. J'étais déjà député au moment du grand débat sur les OGM et nous avons vécu dans les années 2010, 2012, nous avons vécu, même avant d'ailleurs, nous avons vécu une mise en cause terrible de l'expertise publique sous le prétexte que des agences étaient soumises à des lobbies différents. Vous en avez parlé, donc c'est bien d'éclaircir par rapport à ça, et avec comme conséquence la valorisation d'expertise dite indépendante. Je pense en particulier au travail qu'a fait le CRIGEN, Comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, qui en définitive apparaissait comme étant porteur d'une vérité supérieure, alors qu'était dévalorisée la parole des agences publiques. Et le meilleur des exemples, sans doute, c'est ce grand moment médiatique que nous avons vécu en 2012 avec les résultats de l'étude de Gilles-Éric Serralini, qui avait mené seul dans son laboratoire des études qui avaient conduit à des conclusions qui avaient été extrêmement médiatisées, qui par la suite d'ailleurs ont pu être remises en cause ou partiellement rétabli, avec en particulier le travail du CIRC sur le glyphosate considéré comme étant probablement cancérogène. C'est dire que c'est très important que l'expertise publique puisse avoir sa place. Et j'ajouterai que deux autres points. Le premier, c'est qu'y compris dans la mise en œuvre de la Charte de l'environnement, on a besoin là aussi d'expertise publique, et je ne citerai que l'article 5 de la Charte de l'environnement sur la réalisation d'un dommage bien qu'incertain,
mais qui exige des mesures provisoires et prospectives afin de parer à la réalisation du dommage. Donc ça veut dire que derrière tout ça, il faut une approche scientifique qui puisse être validée et une approche dans laquelle on peut avoir confiance. Sur la dimension européenne, nous avons rendu avec mon collègue Alexandre Freschki un rapport sur une politique agricole commune qui aille vers sur les 3 pieds du développement durable, et en disant, parmi les recommandations que nous faisions, qu'il fallait que l'Europe se saisisse de ces questions-là, notamment sur les questions des pesticides, qu'il ne pouvait pas y avoir seulement une réponse qui soit une réponse au niveau de notre pays, mais que c'est au niveau européen aussi qu'il faut prendre ça à bras-le-corps. Si on ne le prend pas à bras-le-corps au niveau européen, on aura des mesures qui seront des mesures à géométrie variable et qui aboutiront notamment, avec un excès de subsidiarité, à des distorsions de concurrence. Merci. Jean-Luc Fugit. Merci Madame la Présidente. Merci de m'avoir invité à participer à cette audition. Donc, je suis ici en tant que membre de la Commission de développement durable, mais surtout en tant qu'un des 2 rapporteurs de la mission de suivi, de la mission parlementaire de suivi de la stratégie de sortie du glyphosate. Donc j'excuse Jean-Baptiste Moreau qui n'a pas pu se libérer, ainsi que le président Julien Dive. Donc je vais, vous imaginez bien, poser un certain nombre de questions relatives à cette approche-là, liée au glyphosate. Peut-être aussi réagir en même temps à certains propos que je viens d'entendre. Alors d'ailleurs, ça me rassure de voir, étant scientifique de métier et de formation avant d'être député, ça me rassure de voir que l'on accorde autant d'importance à la parole des scientifiques. Ça me désole parfois quand, dans des débats parlementaires, on n'en tient pas compte. Mais c'est pour d'autres débats que j'ai pu observer quand j'étais rapporteur de la loi mobilité, et notamment à propos de la pollution de l'air. Moi, j'ai plusieurs remarques. Bon, sur votre rapport, évidemment, je ne peux qu'être satisfait du fait que vous avez mis le paquet, je dirais, si je peux m'exprimer ici, pour nous poser la problématique d'une manière la plus rigoureuse possible. Donc, vous avez justement fait preuve de cet esprit à la fois de synthèse et de rigueur qui est nécessaire. Alors, moi, j'ai quelques approches très, très concrètes sur le sujet du glyphosate par rapport à votre rapport. Vous avez parlé des renforcements de l'approche EFSA, donc qui est en route. Il fallait dire une bêtise, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez détailler les évolutions envisagées donc, au niveau européen s'agissant justement des procédures et règles communautaires d'autorisation de ces substances phytopharmaceutiques, et que dites-vous des futures justement, des exigences d'évaluation qui sont visiblement celles que l'on va utiliser à l'avenir? Évidemment, la question immédiate, ça va être, seront-elles applicables lors de l'examen du renouvellement du glyphosate fin 2022 ? C'était évidemment le corollaire, ça va de soi. Et puis, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que l'Allemagne, donc, qui s'est opposée à ce qu'on aille plus loin sur le glyphosate fin 2017, a cette fois commencé à dire qu'elle suivait de près la démarche française. Nous sommes, je le rappelle, le seul pays d'Europe qui a mis en place une stratégie de sortie du glyphosate. On peut la contester, la stratégie. Il n'en reste pas moins que nous sommes les seuls à en avoir une. Ce qui d'ailleurs me permet de dire que quand on est montré du doigt comme quoi on va pas assez loin, pas assez vite, je me dis quand même qu'on devrait aussi de temps en temps arrêter l'autoflagellation et se dire qu'on a la chance d'être ceux qui ont une véritable volonté de le faire. Et donc, ils annoncent aujourd'hui que visiblement, ils ne demanderont pas le renouvellement de l'utilisation du glyphosate à partir du 1er janvier 2023. Donc, je voulais savoir si vous aviez constaté dans les échanges que vous avez eus des évolutions, notamment au niveau des analyses, notamment du Bureau fédéral allemand d'évaluation des risques, si vous avez pu échanger avec eux. Et enfin, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais moi, je voudrais savoir quelles sont, d'après vous, les exigences procédurales d'évaluation qui s'appliquent donc aujourd'hui et s'appliqueront à terme aux produits notamment de biocontrôle qui doivent, comme on le sait, les produits de biocontrôle jouer un rôle non négligeable dans les alternatives potentielles au glyphosate. Tout ça est en mouvement, hein. Donc rien n'est figé. C'est pas oui ou non les alternatives au glyphosate, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que je trouve bien de prendre le temps d'avoir une approche rigoureuse. Et donc, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent évoluer dans le cadre de l'évaluation des produits de biocontrôle? Et finalement, et au fond, si oui, qu'en pensez-vous? Ou alors si c'est pas à votre niveau qu'on peut y répondre, si vous avez des idées pour m'orienter, donc pour avoir des réponses assez précises à ces questions, vu les personnes que vous avez rencontrées, ça m'intéresse. D'avance, merci, excusez-moi d'avoir été...
Merci beaucoup, monsieur les rapporteurs. La parole est à vous. Alors, on va commencer par les questions de Mme Desbois sur les moyens des agences. Oui, alors évidemment, cette préconisation, elle est élaborée parce qu'il y a un besoin de connaissances nouvelles, perpétuelles, parce que comme je vous ai dit que c'était cyclique. Et il y a une façon de regarder les choses que nous avions examinées en déplacement à l'EFSA, c'est de se dire que cette agence-là, elle travaille sur donc la santé et la sécurité des aliments. Donc à un moment donné, on peut rapidement faire le lien entre aliments et repas. Et quand vous regardez aujourd'hui le budget de l'agence et que vous le divisez par le nombre de repas qui est pris chaque jour à l'échelle européenne, c'est de l'ordre, l'investissement que l'on met dans l'agence, c'est de l'ordre d'un centième d'euros par repas. Et on se dit, si on passait à un dixième d'euro par repas pour s'assurer une qualité qui est déjà là, hein, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de qualité, mais pour avoir une ambition supérieure et donner des moyens supérieurs à l'agence, eh bien on aurait multiplié son budget par 10. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de fatalité en la matière. Ils ont aujourd'hui un budget tellement faible qu'ils ont des difficultés à fonctionner. C'est pour ça qu'ils disent que finalement les expertises qu'ils rendent, c'est en fonction du budget qu'on leur a donné et qu'il faudrait augmenter ce budget-là. Mais quand on l'examine en le rapportant à un repas pris en Europe, voilà, il y a encore de la marge de manœuvre et rien n'est perdu en la matière. Donc il y a vraiment de quoi dégager, de mon point de vue, des budgets supplémentaires qui permettraient à l'EFSA de travailler avec davantage de moyens pour supprimer les angles morts, comme on l'a dit, et pour travailler de manière plus itérative, comme on l'a dit également, quoi. Alors, s'agissant de l'expérimentation animale, on a d'ailleurs un chapitre entier qui est consacré au sujet dans le rapport. Donc, pour éviter d'être trop long sur le sujet, j'ai compris que votre temps était compté aujourd'hui. Je vous invite à vous référer précisément à ce qui est dans le rapport. Pour ceux qui nous suivent, qui ne sont pas ici dans la salle, ce rapport est disponible en ligne. Donc, facilité à trouver les préconisations qui sont les nôtres sur ce sujet-là. Et dans les grandes, si vous voulez, la grande ligne de ce qui ressort de là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, grâce à des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les modélisations numériques, il est possible, dans certains cas, de se priver de l'expérimentation animale. Voilà, je vous remercie. Je vais essayer de répondre à notre collègue, le député Bourlange, en disant en préalable qu'une bonne partie de ces questions appellent des réflexions qui dépassent très largement la modestie de son rapport, mais je pense que c'est important en effet de les aborder comme vous le faites. Je vais partir la réponse technique la plus facile. L'OPEX m'a chargé avec mon collègue Pierre Henriet d'un rapport sur l'intégrité scientifique. Et les choses sont liées. Les choses sont liées. Vous, députés, moi comme sénateur, nous avons des obligations déontologiques, l'obligation de déport, de déclaration des relations que nous pouvons avoir avec des lobbyistes qui sont saines, transparentes. Je suis chercheur au CNRS par ailleurs, nous n'avons pas les mêmes obligations. Ce qui à un moment donné pose problème quand même. Voilà. Tout simplement parce que c'est pas du tout, pour l'instant, dans la tradition de ces grands organismes de recherche, mais ils prennent conscience qu'aujourd'hui, il est absolument impensable d'aller plus loin dans le domaine de la recherche sans déclarer de façon tout à fait transparente ces conflits d'intérêts. Donc là, il y a un progrès énorme à faire et sincèrement, moi j'espère que dans le cadre de la future loi de programmation de la recherche à venir, dont nous aurons peut-être à débattre au premier trimestre de l'année prochaine, il y a une réflexion sur ce sujet parce que ça permet de conforter aussi la crédibilité de la parole scientifique et donc celle des politiques in fine. Et nous avons absolument besoin de ça aujourd'hui. Sur la réflexion générale sur est-ce qu'on évalue bien les produits phytosanitaires, on peut faire une comparaison qui n'est pas inintéressante avec les médicaments. Et voir que, bien évidemment, aujourd'hui, les évaluations des risques des médicaments sont à un niveau extrêmement supérieur. Voilà. Et on comprend pourquoi. Parce que là, il s'agit de la vie des patients qui vont être traités avec ces substances. Et notamment, il y a, vous le savez, des études cliniques très longues. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait imposer pour les produits phytosanitaires des normes aussi contraignantes? Ça nous amène très loin, très très loin.
hein. Et je suis pas sûr qu'on accepterait ce que ça représente. En revanche, les études épidémiologiques, etc., sur le médicament, elles sont financées par des moyens que l'EFSA n'a pas pour le phytosanitaire, par exemple. Il y a des contributions des grands laboratoires privés qui permettent justement de financer de la recherche publique, ce qui n'est pas le cas pour les produits phytosanitaires. Donc on pourrait parfaitement imaginer que l'EFSA puisse recueillir une taxe qui porterait sur ces substances pour alimenter des recherches indépendantes et surtout passer des offres de programmes avec les agences nationales. Donc, il y a encore de la ressource pour aller plus loin, sans nécessairement demander au budget de l'Europe d'amender dans des proportions extrêmement importantes le budget de l'EFSA. Voilà, en quelques mots, je ne voudrais pas être beaucoup plus long sur cet aspect. Je te laisse répondre aux autres questions. Pour les questions de Jean-Luc Fugit, quelle perspective sur l'évolution? Bien écoutez, le rapport montre précisément la nécessité de faire évoluer les modèles d'évaluation, et notamment par rapport à ce que je disais tout à l'heure, au titre des évolutions des modèles existants, c'est le suivi post-mise sur le marché. Et typiquement, la question du glyphosate, je trouve parfaitement sa place ici. C'est-à-dire que la molécule a été évaluée, aujourd'hui elle est mise sur le marché avec certaines pratiques dans certaines conditions environnementales qui ne sont pas les mêmes, et cette évaluation post-mise sur le marché apporterait un éclairage intéressant. Ensuite, vous nous avez posé une question sur le modèle allemand. Alors là, difficulté à répondre parce qu'on n'a pas auditionné le BFR allemand. Voilà, ça faisait partie des... On a quand même fait plus d'1 an d'investigation sur le sujet. Il fallait aussi se mettre des limites pour pouvoir un jour venir vous présenter les résultats, sinon on y serait encore. Et puis, s'agissant du biocontrôle, il existe aujourd'hui un référentiel, mais il est vrai qu'il est un peu complexe pour ceux qui veulent se lancer sur le marché des produits de biocontrôle. De mon point de vue, pour aussi une autre raison, c'est qu'il se trouve en face de firmes industrielles de taille beaucoup plus importante, dont le volume commercialisé est beaucoup plus important. Donc évidemment, ces firmes-là, lorsqu'il s'agit de passer au crible de l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux, il y a un coût. Elles peuvent le supporter parce que derrière, elles vont en vendre une quantité assez importante. Et le producteur de produits de biocontrôle qui va commencer son marché et qui va vendre les quantités moins importantes, tout de suite, ça va être un coût plus important unitairement par rapport à l'unité vendue. Et donc ça, c'est un frein, mais le référentiel existe aujourd'hui. Merci. Alors la toute dernière question à ce sujet, Patrice Anato. Ma question, elle est beaucoup plus générale que celles qui viennent d'être posées. Dans votre rapport, vous avez mis des constats, notamment la nécessité de rendre l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux plus accessible, lisible et compréhensible par les citoyens, mais également inclure les citoyens dans cette évaluation. Donc, vous avez préconisé l'émergence d'une contre-expertise citoyenne qui rendra publique l'intégralité des données figurant dans les dossiers soumis aux agences. Ma question, c'est de quelle manière la contre-expertise citoyenne pourrait contribuer et compléter les évaluations confiées à des agences spécialisées. Et de plus, vos préconisations sur la nécessité de démocratiser les enjeux et ces données sont importantes, alors que pour pouvoir apprécier, évaluer, il faut avoir des compétences techniques qui sont complexes et qui ne sont pas toujours à la portée du citoyen lambda. Et comment est-ce que vous comptez lier, en tout cas concilier ces deux regards? Je peux peut-être essayer de répondre en vous disant que, par exemple, quand on essaye d'évaluer sur la très longue durée les effets d'un produit phytosanitaire sur l'environnement, on peut avoir de l'intérêt à estimer la perte de biodiversité. Et il y a des associations qui travaillent sur ces choses-là et qui peuvent parfaitement fournir des données qui sont fiables à leur niveau sur la perte de biodiversité des oiseaux, des batraciens, des reptiles, etc. Et c'est toutes ces données qu'on peut faire
remontées aujourd'hui et dont on ne dispose pas de façon homogène sur tout le territoire. Hein, et que de toute façon, les agences ne pourront pas recueillir, si ce n'est au prix d'un travail de terrain qui est exorbitant et qu'elles n'ont pas la possibilité de faire. Donc c'était juste un exemple. Je pense qu'il faut absolument les faire travailler en complémentarité et concevoir que ces amateurs, ces sociétés savantes peuvent apporter des données qu'aujourd'hui on n'a pas et qui peuvent justement interagir avec celles qui sont fournies par les agences et surtout pas voir les choses en termes de conflit, parce que dès qu'on aborde ces choses en termes de conflit, on passe à côté de la problématique. Par ailleurs, je voulais dire, c'est un point qui a été vu par M. Bourlange et auquel je n'ai pas répondu, c'est celui du problème de la distorsion de concurrence entre des normes européennes qui sont de plus en plus exigeantes et d'autres ailleurs qui le sont de moins en moins, ou qui le sont pas plus, qui n'augmentent pas, et qui font qu'un problème, en effet, sur un marché des produits agricoles qui est mondialisé, il y a une perte de valeur pour l'agriculteur français par rapport à ses concurrents. C'est un problème de fond. C'est un problème de fond, bien évidemment. Hein. Et je pense qu'il y a certaines molécules, je pense au glyphosate par exemple, où on peut envisager en effet des systèmes alternatifs, mais qui de toute façon obligent à un changement du mode de culture. C'est-à-dire que la molécule qui remplacera le glyphosate avec les mêmes effets, sans ces effets indésirables, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et donc, ce qu'il faut trouver, c'est un changement systémique dans les façons de produire qui permettent de s'en passer. Mais ça, on ne peut pas le demander aux agriculteurs de mettre en place des systèmes complexes comme ça, sans les accompagner, sans les aider et sans les protéger des problèmes de distorsion de concurrence. Voilà. Ça, c'est un point de vue plus personnel et plus politique, mais je pense que c'était important parce que dans notre rapport, on a toujours essayé de se mettre à la place des utilisateurs des phytosanitaires en essayant de se dire si on interdit complètement ces molécules, si on la supprime, qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est un souci majeur. Je pense, enfin moi je suis sénateur des Hauts-de-Seine, mais je consomme des produits agricoles et à ce titre-là, je suis tout aussi intéressé par les problèmes de la campagne, du Puy-de-Dôme ou de la Corrèze dont je suis originaire, parce que les produits agricoles, ils viennent de là quand même. Hein, et je pense que c'est important quand on aborde ces problèmes-là de réfléchir de façon systémique en pensant aussi à ceux qui les produisent. Voilà. Merci beaucoup, chers collègues députés et sénateurs, pour votre présentation. Et peut-être on sera amené à se revoir à ce sujet. Merci beaucoup.